Bien déjà, bonjour, Émilie Noblet, Jean-Baptiste Sorel, je suis super content d'être avec vous et de vous recevoir, soit sur Comicsblog et First Print à la fois. C'est la première fois qu'on se parle, donc ce que j'aime bien juste pour démarrer, simplement, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2-3 mots avant qu'on parle de Zorro. Émilie, on commence par toi. Ok, eh ben, Émilie Noblet. Mon parcours, ça a été une école de cinéma. Je suis ensuite arrivée au moment un peu de l'explosion des séries. Donc j'ai commencé à la sortie d'école à faire des séries à tout petit budget, en parallèle d'une activité de chef-op. Et puis petit à petit, j'ai fait des séries de plus en plus grosses. J'ai arrêté le métier de chef-op et j'ai développé aussi un film qui est sorti cette année. Et donc l'écriture d'un autre film. Voilà. À toi, Jean-Baptiste. Yes, ben moi je suis Jean-Baptiste Sorel, j'ai fait la même école qu'Émilie, on était à la Fémis. Tous les deux, hein, ouais. Vous n'étiez pas ensemble par contre? Non. Ouais, il était vieux. J'étais vieux, j'étais à l'ancien. Et écoute, sortie d'école, parcours classique, plusieurs courts-métrages, le pied dans la pub pendant quelques années, le retour à la fiction avec des séries, et mon premier long aussi sorti cette année avec Émilie comme un symbole. Allez le voir, enfin il n'est plus en salle. Il est déjà plus en salle? Ouais, c'est la cata. Alors on l'enregistre, je crois qu'il est sorti il y a 2 semaines. Donc, ouais, mais c'est tombé. Mais tu iras le voir quand même. Et donc voilà, voilà, réalisation, fiction, comédie surtout. Alors, est-ce que vous avez un affect particulier avec le personnage de Zorro? J'imagine que vous connaissez, même sans avoir forcément tout regardé ou tout lu de ce qui s'est fait sur le personnage, mais est-ce que vous aviez un affect particulier avec ce personnage avant de pouvoir réaliser ces nouvelles aventures? Bien sûr, mais plein de gens de notre génération, je pense que ça passait à la télé. Du coup, moi, quand j'étais petite, je regardais des épisodes de Zorro, mon père adorait. C'est vrai que Zorro a un truc assez génial sur l'effet génération. En fait, il y a plein de générations qui connaissent Zorro, même les nouvelles, je ne sais pas trop, mais comme ça se réinvente à chaque fois, il y a un truc très universel et convivial et familial. Donc pour moi, c'était un peu le souvenir d'enfance de ces épisodes de la série Disney des années 50 avec Guy Williams. Ouais. Alors moi, je suis vieux à l'école, mais par contre, j'ai jamais regardé moi la série. Ça a été d'ailleurs un petit problème au début. J'avais pas un peu tous les codes un peu rétro. Moi, je suis plus Team Banderas, la légende de Zorro, le masque de Zorro plutôt. La légende est un peu relou. Donc Martin Campbell, je crois. Donc un peu plus moderne, mais quand même le panache, la cape, le masque. Enfin voilà, ça reste quand même un héros, assez grandiloquent quoi. Alors comment on en arrive sur un tel projet que c'est par un appel d'offres? Enfin, je sais pas, sur le podcast, on ne reçoit pas souvent non plus beaucoup de réalisateurs, donc c'est bien aussi d'expliquer à ceux qui nous écoutent et nous regardent comment ça fonctionne, en fait, comment on tombe sur ce genre de projet. Surtout que là, c'est la coproduction Paramount+, avec France Télévisions, avec pas mal de compagnies impliquées. Donc j'imagine aussi que la place est très demandée. Est-ce que vous saviez que ça allait exister, que vous êtes... Il y a plein de facteurs, mais... On a envoyé nos CV à l'adresse de Marc. Non. Malheureusement, ça se passe pas comme ça, ça pourrait, mais non, effectivement, un réalisateur, il faut créer un peu de désir. Avec Émilie, on arrivait à un moment de nos carrières où on avait un peu d'expérience, en comédie notamment, et après, ça va être les producteurs qui vont se renseigner un peu sur qui a fait quoi ces derniers temps. Ça va être aussi le casting. Jean a beaucoup aussi regardé nos travails respectifs. Ça va être le showrunner, Benjamin Charby, qui aussi connaît notre boulot, qui est plus de notre génération. Donc à un moment, c'est plusieurs personnes parlent de nous, et il y a une rencontre, et on se fait confiance, on essaye. C'est vrai que ça a été un sacré... Enfin, pour nous, c'était quand même un gros morceau, Zorro. C'est une vraie chance d'être arrivé sur cette saga avec nos carrières aujourd'hui qui sont encore en phase ascendante, on va dire. C'est-à-dire qu'on vous a contacté et on vient vous dire salut Émilie, est-ce que tu t'es intéressée par ce projet? Bon, voilà, c'est Zorro. Ouais. Tu veux réaliser? Alors j'imagine que quand tu reçois l'offre, tu réfléchis pas très longtemps et tu dis oui tout de suite ou... On lit quand même. C'est vrai. Enfin, c'est mieux quand on même, reçoit en général le premier épisode en 2 mots. C'est vrai que... Alors là, JB a été sur le projet juste avant moi. On avait la chance de te connaître, donc je pense que j'ai été un peu validée par toi aussi. Et on reçoit le texte et puis après on se rencontre et on en parle. Mais c'est vrai que au téléphone, je crois que c'est toi qui m'en as parlé la première fois. Évidemment, c'était enthousiasmant. Et après, on lit le texte et on fait OK. Faut y aller. Jean Dujardin. Moi, j'avoue, j'ai pas lu. Enfin, j'ai lu le pilote et j'ai dit go. Enfin, j'ai pas attendu de lire les 8. Non, mais parce qu'on voyait, puis même il y avait la façon dont en parlaient aussi les producteurs, le scénariste.
ça sentait vraiment le beau projet, quoi. C'est ça quel est l'aspect qui vous a le plus séduit en fait dans le projet en tant que tel, c'est cette relecture, alors parce qu'on n'en fait pas quelque chose de très premier degré, très terre à terre. Justement, tu citais Banderas, c'est pas vraiment Banderas non plus. On est quelque chose de très comédie en fait, où on tourne pas en ridicule Zorro non plus, mais on en fait quand même quelque chose de très franco-français en fait, j'ai l'impression dans l'esprit. C'est cet aspect-là qui vous a attiré ou c'est autre chose? En vrai, est-ce qu'on serait parti si c'était juste... Si vous avez dit, ça va être sombre et premier degré de ouf. En fait, je sais pas, il y a un truc où... Moi, c'est vraiment la lecture qui... Évidemment, j'allais dire oui, mais la lecture, on fait OK, c'est génial en fait. Ils ont poussé tellement loin l'écriture. Il y a... une quadruple lecture de toutes les scènes. Enfin, c'est passionnant en termes de mise en scène. Les personnages sont complexes, c'est vraiment drôle. Il y avait tous les ingrédients en fait pour dire oui. Et puis c'est comédie d'action, le mélange des genres, c'est toujours hyper kiffant pour un metteur en scène. On savait qu'il fallait avoir un peu d'émotion, qu'on allait avoir des grands combats, qu'on allait aussi être... Puis bon, quand le casting commence à s'étoffer, tu fais ah, d'accord, on va travailler avec ces gens-là. On a énormément appris. Moi aussi, j'y suis allé. On n'était pas sûr de tout ce qu'on allait faire, hein, mais par contre, il fallait y aller. Là. Moi, j'ai vraiment pas hésité longtemps, c'est sûr. Mais comme dit Émilie, on a eu la chance en plus d'avoir un bête de texte. Ça fait une grosse différence quand même. Alors si je ne m'abuse pas, vous disiez que vous étiez avant sur des productions à petit budget plutôt auparavant. Est-ce que là, ça vous met une pression supplémentaire en fait d'être quand même sur quelque chose de plus important? Est-ce qu'il y a des problématiques particulières à prendre en compte quand on est sur ce type de production? Moi, la pression, elle n'est pas tant sur la thune ou sur la faisabilité, c'est la responsabilité de parler de Zorro et de filmer Zorro. Je veux dire, d'autres gens l'ont fait avant nous et plein de gens attendent au tournant cette nouvelle aventure de Zorro. Et travailler avec des acteurs et des actrices de ce standing. Ça, c'est hyper intimidant. Moi, je trouve que ça a été là. Après, dans la fabrication, c'est toujours la même chose. Hein. Enfin, à un moment, on prend les scènes les unes après les autres. Des fois, c'est vrai que c'est un peu dur. Mais bon, en fait, t'avances, tu fais ta scène. Vraiment, moi, je dirais que c'était comédien et Zorro, quoi, et la figure du héros. Quoi. Ouais, en tournage, c'est quand même se lever à 5h30 du mat et puis aller faire sa journée, faire ses scènes. Et donc, moi non plus, c'était pas la pression de l'argent. C'était exactement comme JB, quoi, être à la hauteur des acteurs qui étaient là et des textes. Parce qu'on s'imagine souvent que quand c'est des productions entre internationales avec plusieurs compagnies, vous allez forcément avoir des gens aussi qui vont... la production, généralement, qui vient regarder ce que vous faites. Ça, c'est vrai que j'imagine... il y a beaucoup de gens qui ont regardé nos rushs, mais on a été assez préservés. Ouais. En fait, on est quand même un peu à l'européenne. C'est-à-dire qu'il y a quand même un respect du regard des metteurs en scène. On a une star, Jean Dujardin, qui nous fait confiance, qui nous accompagne, avec qui on est beaucoup en collaboration. Donc en fait, concrètement, à partir du moment où les rushs sont drôles et bons, on n'est pas comme sur un truc très compliqué à l'américaine ou sur une pub invraisemblable où là, tu as 200 décideurs derrière toi. En vrai, on a eu un petit retour à un moment sur des rushs. Attention, un peu plus comédie ou attention, un peu moins sombre dans certaines scènes de nuit. Mais sinon, moi, j'ai jamais eu l'impression d'avoir été bridé, quoi. Vous avez tourné tout en décor entièrement naturel. Le tournage s'est passé en Espagne et a priori, tout s'est fait naturellement. Il n'y a jamais eu, ou très peu eu d'effets numériques en fait pour vos plans. Il y en a. La ville de Los Angeles, les extérieurs sont tournés à Almeria et le décor a été construit. Mais comme on est quand même comme tous les projets limités en argent, il y a eu des extensions de la ville en effets spéciaux. Ouais. C'est surtout ça. En fait. Moi, j'ai quelques renforts dans des scènes d'action, sur du feu notamment, où ça devenait vraiment une tannée de tourner avec le feu à pleine balle. Donc, mais sinon, on a essayé d'être au maximum dans des effets mécaniques. C'est aussi ça qui nous fait kiffer. Je pense que c'est ce que Jean adore aussi, c'est avoir les pieds dans l'action, dans la poussière, avoir les épées. Et à un moment, on a essayé de faire le minimum et d'être vraiment dans l'aventure, dans la série d'aventures au sens noble et au sens fun du terme. Il y a quand même aussi, même tous ces plans en extérieur et de nuit, on parlait de la nuit juste avant, dans ces grandes plaines que chevauche Zorro, tout ça, c'est vraiment tourné en conditions réelles. Il y a pas de... C'est des nuits américaines, c'est-à-dire qu'on a tourné 2 jours et qu'on a ensuite traité l'image pour qu'elle ressemble à la nuit. En fait, c'est le plus vieux procédé du cinéma pour les scènes de nuit, en fait. Et tu tournes avec le soleil et tu bleutes et tu descends la luminosité et ça te fait des... Ce qui permet d'avoir des contrastes, et puis une visibilité. Et comment on exploite en fait quand on a justement tous ces décors naturels? Est-ce que ça devient justement une mine de possibilités et on risque de se faire un peu submerger par toutes les possibilités de mise en scène, ou est-ce que ça permet justement d'avoir un cadre concret, de pas être d'avoir quelque chose auquel se raccrocher physiquement
Et pas se dire, bon, bah, on verra en post-prod. Bah, ça, c'est tout le... Ouais, ça, franchement, chaque metteur en scène a ses envies. Moi, j'avoue, j'adore bosser en décor naturel et j'adore les limites. Clairement, je préfère 100 fois être là-dedans que d'avoir toutes les possibilités. Après, je dirais que ce qui était compliqué, c'est que ça a très bien bossé à la déco sur le film. Et des fois, moi, je me posais beaucoup la question en mise en scène de... Alors, comment quand même mettre en avant ce que des producteurs appellent la production value? C'est comment à un moment, quand même, on montre un petit peu l'endroit où on est, le décor, le travail. Et ça m'est arrivé, moi, de faire des plans larges. Alors, concrètement, je ne sais pas si c'était le plus pertinent, mais où je me suis pas posé des fois la question de dire, quand même, ça, il faut qu'on le voit à l'image, quoi. Mais si on se posait la question, c'est qu'il y avait besoin de le voir. En fait, ça dépend des scènes. Chaque scène a son enjeu. Et même quand on va en décor naturel, on cherche quand même les endroits qui sont bons pour la scène. Oui. Tu essaies de raconter et voilà, on se dit très globalement, ok, ça c'est une scène, waouh. Il faut y aller, il faut trouver, faut que le plan large il envoie, on va faire ça à la tombée du jour. Enfin, mais on met pas, c'est pas systématique sur chaque scène. Non, ça dépend de... c'est vrai. Mais non, mais les extérieurs, c'est une tannée à repérer. Hein, parce qu'on pense qu'on arrive dans le désert et qu'on met la caméra où on veut. Mais déjà, en Espagne, tu as beaucoup de pylônes, beaucoup de galères. Et puis, en fait, comme dit Émilie, il y a des axes qui sont quand même beaucoup plus pertinents que d'autres. Si je mets une grande montagne derrière mon héros, bah, ça veut aussi raconter qu'il a encore du chemin à parcourir. Si j'ouvre au contraire l'espace derrière lui, ça veut dire que j'appelle un souffle un peu plus épique, un peu plus héroïque. Donc, il y a des plans de Zorro au galop. On est plus sur une crête avec du souffle, avec de l'aventure. Voilà, on a essayé aussi quand même dans les décors qu'à chaque fois ça reflète l'état d'esprit soit de Diego de la Vega, soit de Zorro. Est-ce que c'était du challenge pour vous de réaliser les scènes d'action? Parce qu'on est quand même aussi dans une série avec un héros qui est quelque part, enfin qui est vieillissant, donc on va pas lui faire non plus des trucs complètement fous. Et en même temps, il faut qu'il y ait de la chorégraphie, que le côté action qu'on relie à Zorro soit présent. Comment est-ce que vous avez un peu joué avec ça? Déjà, Jean faisait quasiment tout. Mais même, il ne voulait pas ne pas le faire, Ouais. C'était hors de question. Il venait aussi pour ça. Ouais. Donc, pour moi, évidemment, c'était nouveau. J'avais fait très peu de scènes d'action et pas du tout d'épée, pas du tout de... en fait, c'est comme dans tous les domaines, on est hyper bien entouré, c'est très collectif, un tournage, enfin, une série, un film. Et donc, on avait un créateur de cascade super qui était à l'écoute de nos besoins à la mise en scène, tant sur j'aimerais qu'il fasse ça ici parce que ça veut dire ça, et qui proposait plein d'idées et qui créait lui la chorégraphie que les comédiens apprenaient pour la restituer. Il y avait des doublures pour les quelques trucs vraiment durs. Ouais. Il y a eu 2-3 moves. Les sauts notamment. Les saltos, les petites... Enfin ouais, il y a eu 2-3 scènes, mais sinon Jean a fait la quasi-totalité des combats. Et Audrey aussi. Audrey aussi a beaucoup participé. Non, c'est vrai que il y a des combats et c'était un gros rendez-vous parce que quand même Zorro, dur à filmer parce que il y a une cape, la cape et l'épée. Je trouve que dès qu'on est trop serré, on perd un peu la beauté du geste. Il faut de la lisibilité. Il faut de la lisibilité, il faut de l'amplitude pour vraiment profiter de ce ballet un peu qu'est le combat à l'épée. Donc, et comme dit Émilie, c'était aussi comment un combat continue de servir l'évolution des personnages. Moi, c'est vrai que j'avoue, je suis premier spectateur. J'aime bien les beaux combats au cinéma, j'adore ça, j'en vois beaucoup. Mais quand c'est juste la fight pour la fight, c'est vrai que ça m'excite moins. Là, ce qui est cool, c'est que voilà, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là entre eux, pourquoi ils se tapent dessus, comment on inverse le rapport de force. Voilà, les combats ont été une grosse partie c'est un des gros rendez-vous de la série aussi, quand même. Je me demandais si même, par exemple, comme une scène dans dans le dernier épisode, on va dire la scène de la Révolution, c'est difficile à cadrer quand il y a autant de figurants, autant de monde qui bouge un petit peu dans tous les sens. Est-ce que on a une idée quand même précise, j'imagine avec le storyboard, de ce que vous allez filmer, ou est-ce que parfois vous laissez même un petit peu à l'improvisation en disant oui et non, non, parce que cette scène, elle était énorme. Moi, je l'ai découpée avec mon chef opérateur non, pas qu'est-ce que je raconte, en novembre, quand toi, tu as commencé à tourner. Ouais. Et on avait un storyboard assez précis. Après, il y a le rêve du storyboard et la réalité financière. Et notamment le nombre de figurants. En fait, il n'y avait pas tant de monde que ça. Il y a un peu de duplication de figurants. On était limite ric-rac. Mais du coup, il s'agit d'évaluer ce dont on a absolument besoin, ce sans quoi la scène elle est foutue. Et même réécrire un peu certains moments qui vont faire perdre trop de temps, simplifier des choses, enfin rendre la scène à la fois aussi ouf que ce qu'elle doit être, avec 1000 contraintes de temps, d'argent, de moyens. Et en l'occurrence, on était même tous les deux
présent physiquement pour réaliser cette scène. Donc c'était assez drôle. Et l'improvisation, c'est sur des toutes petites choses sur la fin, où par exemple le moment de l'arrachage du drapeau espagnol qui ne part pas. Bah, ça, c'était les derniers moments du tournage. On a fait ça comme ça. Mais c'est vrai que c'est très dur de conjuguer un combat et la figuration, parce que tu peux vite te retrouver dans Street Fighter avec des figurants qui font comme ça derrière en boucle, tu vois. Et en fait, il y a un moment, moi, ça se voit. Et c'est vrai que ce qui est dur, c'est de trouver la bonne électricité entre les mouvements de foule et les mouvements des persos principaux. Franchement, c'est dur. Une baston au milieu de la foule, c'est un... Ouais. Tu vois, même le Batman de Nolan, le dernier, là, il y a une grande baston avec... sur le palais de justice. Sur le palais de justice. Et bah franchement, elle est un peu cheap. Hein. Je suis désolé, no offense Christopher. Mais tu regardes, tu sens la Corée, et tu sens que c'est compliqué hein, de gérer la foule en baston. Et vu que je parlais d'improvisation, c'est aussi une question que je me posais, c'est parce que vous venez tous les deux aussi de la comédie, et avec l'humour absurde qui est utilisé dans la série Zorro, est-ce qu'il y avait une part à l'improvisation aussi avec les comédiens, notamment pour les échanges, ou est-ce qu'il y avait quand même le script auquel il fallait se tenir? On était open quand même. Moi, oui, on était assez open. Hyper open. Jean, il a freestylé à fond. Il y a des comédiens, Grégory Gadebois par exemple, n'aime pas du tout sortir du texte. Il aime bien, il fait confiance au texte, c'est son perso, c'est ça qu'il a travaillé. Il ne voit pas pourquoi il rajouter un autre truc. Mais Eric, André Dussolier, des gens assez friands d'improvisation, moi je trouve. Audrey aussi a trouvé des super trouvailles dans les scènes. Et puis c'est tellement des bons comédiens, ils s'entendent tellement bien qu'il y a un moment, quand ils sont lancés, on les laisse un petit peu aussi. Donc non, beaucoup d'impro et beaucoup de plaisir à jouer ensemble, j'ai l'impression. On paraît sur un moment comme une scène où le sergent et Zorro vont s'affronter à l'épée, mais pour un combat pour le coup qui n'est pas du tout épique et qui s'éternise. Là aussi, je me demandais en fait à quel moment on décide que c'est bon, on a la prise, enfin ou c'est bon, ça a duré assez longtemps. Comment on gère ce genre d'équilibre pour le comique de situation plutôt? Ça, c'est une idée de Jean à la base. C'était vraiment la petite citation vraiment à l'ancien monde. Voilà, ce combat, il a lieu, mais c'est deux figures d'un autre endroit de Zorro. Et en fait, c'est la chorégraphie très lisible, très répétitive. Et tu sais, on fait ça sous plusieurs axes, donc en fait, on peut étirer le temps à l'infini au montage. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'on a tenu les plans longtemps, puis après, tu continues d'étendre ça en passant du plan large, en faisant des doublons avec les autres caméras. Donc, et tu trouves la bonne durée. Mais c'est cet endroit-là, et on a beaucoup parlé avec Jean notamment, c'est une série aussi sur les petits moments d'agonie et sur ces moments où tu restes trop longtemps sur un truc et où ça devient un petit peu gênant. Et cette scène est assez symbolique de ça. Ouais. C'est drôle que tu aies retenu. Ouais, parce que je suis particulièrement friand de l'absurde en fait, de façon générale. Et je me demandais aussi comment est-ce que vous êtes répartis les épisodes de façon très pragmatique? Est-ce qu'il n'y a pas de règle en fait? On s'est dit, toi tu réaliseras cet épisode, toi tu fais le dernier. Non, nous là, j'ai pas l'impression d'imposer. Le fait est que moi, pour des raisons personnelles, je pouvais pas commencer à tourner aussi. J'avais besoin de commencer en 2024. Et toi, tu étais prêt? Ouais, j'étais prêt. Et puis, non, c'est la prod qui nous a dit, on coupe en deux. JB, tu commences, 1, 2, 3, 4. Émilie, elle fait 5 à 8. Alors vous avez des discussions pour vous coordonner, pour que justement qu'on ne sente pas non plus qu'il y ait deux pattes trop différentes au sein d'une même série? Franchement, on avait un projet à la base. Non, mais on s'est pas mal parlé. On a essayé de mettre en place des gimmicks qui seraient un petit peu des choses qu'on essaierait de retrouver dans la série. Je ne sais pas si on a réussi au final vraiment. Il y a quelques effets de manche. On a quand même essayé de mettre en place avec Émilie, on défend la même tonalité quand même. On aime les acteurs, on aime la comédie, et donc quand même on avait les mêmes envies malgré tout à filmer cette histoire. Ouais. Après effectivement on sent un peu des pattes différentes, mais je pense que c'est pour le mieux, vu que la série est aussi assez bicolore. Il y a un vrai pivot narratif à la moitié, et je trouve que bizarrement nos sensibilités ont plutôt servi le mieux de chaque partie, je trouve. Donc écoute. Et après, évidemment, on s'accordait sur les grands principes esthétiques. Les nuits américaines, on a tous fait ça. Évidemment. Les décors, on les a quand même choisis ensemble. On était tu vois, l'idée du fantôme du père,
Cette idée que, bah voilà, on s'est dit, ah bah il sera pas transparent, ça va être plutôt quelqu'un qui apparaît un peu n'importe où. On s'est mis d'accord là-dessus et on a tenu ce principe. Donc ça donne quand même du lien à l'ensemble de... Tu t'es senti perdu, toi, dans les styles? J'ai l'impression que ça va tout droit. Non, du tout, non. Non, mais je me demandais quand même comment ça se travaille à deux, en fait, puisque j'imagine bien que la clé, c'est le dialogue et la communication. Et de voir après si concrètement, il y avait peut-être des choses parfois que vous répartissez de façon plus carrée, en fait, en disant, je m'occupe de ci, tu t'occupes de ça. Non, puis on regardait les rushs aussi des uns des autres. Ça, on l'a beaucoup fait. On se faisait des petits clins d'œil de temps en temps. Ah tiens, bonne idée ça, ou ah oui, tiens, puis moi je sais que j'ai pu aller récupérer des idées aussi, donc non, franchement, ça c'était de manière très collégiale, très apaisée. Alors qu'est-ce que c'était le plus dur dans ce tournage? Qu'est-ce qui était vraiment pour vous le souvenir le plus difficile? À moins que tout était facile. Hein. Non, pas du tout. Moi je dirais vraiment gagner la confiance du casting. Ça, je me suis mis beaucoup la pression là-dessus. J'ai même démarré mal mon tournage, j'ai trop forcé, je voulais trop montrer que j'avais les épaules. C'était toi le boss. Ouais, j'ai démarré un peu criard, c'était nul. Et quand même conjuguer malgré tout ce qui moi m'amusait dans cette série et ce que tout le monde avait envie d'en faire. Voilà. Jean avait une idée très précise, le scénariste avait une idée très précise et il a fallu, ce qui a été dur, ça a été de conjuguer les désirs de tout le monde. Moi, c'était ça, je trouve, le truc difficile. Sans abdiquer notre sensibilité. Franchement, je te suis à 100% sur les 2 points et je rajouterai un point qui est quand même c'était une grosse série avec beaucoup d'ampleur et qui, au fil du temps, a coûté plus cher. Il y a eu plein de décisions à prendre au jour le jour pour faire des économies et toujours garder le bon niveau de jugement entre ce qu'on est obligé de faire, qu'est-ce qu'on sauve, sur quoi on se bat, comment... Ça prend pas mal d'énergie et c'est assez dur. La fin à Almeria a été assez dure pour moi. C'est vrai qu'on a eu à la fin, on devait un peu jongler avec des coupes drastiques dans les figurants ou dans les jours de tournage. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Émilie et Jean-Baptiste. Trop bien, merci de ton temps, merci de ton attention. Trop cool.